Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Monsieur, bonsoir à la une de ce magazine. Donc, c'est un nouvel essai clinique contre Ebola à Bénin, en République démocratique du Congo. Ce nouvel essai donc a démarré donc dans la province du Nord, qui vit une épidémie de Ebola qui affecte plus de 400 personnes depuis le 1er août dernier dans cette zone. Nous irons en Gambie pour parler de la difficile relance économique et également la Gambie donc met de l'ordre dans ses finances publiques. Le but de cette initiative est de réduire une dette publique cumulée à 123% du PIB du pays selon la Banque mondiale. Et également, dans le cadre de notre réflexion radiophonique, nous sommes avec l'équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. Le COSIM, c'est le collectif des organisations de solidarité issues des migrants. Ce soir, qui est venu déconstruire le quatrième mythe, oui. Et pour nous accompagner, c'est le président Alain Moulaba, le président du COSIM. Bonsoir Alain Moulaba. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce quatrième mythe, que stipule-t-il ? Le quatrième mythe stipule que la migration nuit au développement du pays d'origine. Vérité ou mensonge, on y reviendra dans quelques instants. Également à la gauche d'Alain Moulaba, il est accompagné par Maëva Arkas. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Avec vous, on reviendra sur la GIM, la Journée internationale des migrants, organisée en région, qui a eu lieu donc, c'était quand ? Le samedi 17 novembre, donc il y a environ 2 semaines du coup. Bien, merci d'être des nôtres ce soir pour vous dire merci à vous, à l'équipe du COSIM, mais également à vous, amis auditeurs qui nous écoutez depuis la France outre-Atlantique et également sur le continent. Nous allons proposer cette brève ponctuation musicale. Simananga obaluke et ça n'a rien coûté, ça langa bien mon pépé yango na zelake luka moto ya kokani nanga oyo na kuti ya kwananga ite ebele yango ya mibali oyo na moni na yo yete o serma kokatana kina miswa baninga yomoto liboso obebisi kopesa nonga kutu fotete beba ezali ya yomoko luka moto ya kokani na ngai oyo na moni ya kwana ngai te ebele yango ya mibali oyo na kuti na yo yete o mama sese bakoko baloba moto akoboma yo ya wana na yo motinde lobeli yokomi nango nakopomba te kamwisi ngai luka moto ekokani na ngai oyo na moni ya kwana ngai te ebele yango ya mibali oyo nakuti na yo yete o pardon yete o
Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Un petit voyage sur le continent pour prendre quelques brèves. C'est la colère de l'Église catholique en Centrafrique. L'Église catholique en Centrafrique est bien en colère contre le gouvernement et la MINUSCA. Elle a appelé donc hier lundi ses fidèles à boycotter les festivités du 1er décembre, fête nationale de la proclamation de la République. Les évêques de Centrafrique entendent donc ainsi manifester leur mécontentement contre l'insécurité galopante dans ce pays. Nous repartons en Gambie où donc le pays met de l'ordre dans ses finances publiques. Le but de cette initiative est de réduire une dette publique cumulée à 123% du produit intérieur brut du pays, donc selon la Banque mondiale. Avec un risque certain de surendettement, le gouvernement gambien a pris des mesures pour s'imposer une discipline fiscale et éviter des dépenses hors budget. À première vue, dont l'économie gambienne va bien, la situation faite par le ministre de l'économie Nambouraye Ngé en 5 mois donc de novembre révèle une croissance qui va atteindre 6,6% en décembre prochain contre 4,6% à la même période l'année dernière. Seulement ces chiffres cachent une vérité à laquelle le gouvernement de Gambie ne peut plus se dérober. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Le 15 novembre dernier, donc c'était en région Auvergne-Rhône-Alpes la célébration de la Journée internationale des migrants, la GIM, organisée donc par le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. Et apparemment, je refais dans le tour du studio pour présenter nos invités qui sont l'équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Alain Moulaba, le président du COSIM. Bonsoir. Merci d'être notre ce soir. Vous accompagnez comme d'habitude, on va le dire aujourd'hui, par Maëva Arcas. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Donc, à l'entame, on parlait donc de cette gym. Juste pour rectification, c'était bien le 17, samedi 17 novembre. Pourquoi j'ai dit le 15 ? Oui. Et pourquoi j'ai dit le 15 ? Je ne sais pas, dites-moi pourquoi j'ai dit le 15 moi. Parce que c'est peut-être la journée internationale qui va avoir lieu en décembre à Paris. C'est le 18 ou le 15 à Paris, monsieur le président Alain Moulaba ? Oui. La journée officielle, c'est le 15 et aura lieu l'événement le 18, c'est ça ? Non, la date officielle, c'est le 18 décembre. Et ça tombe dans la semaine. C'est le week-end du 15 qui a été retenu. Voilà, c'est ça. Ah, bah, merci Maëva d'avoir pris ma défense. Donc, la question que je posais de savoir, donc, que peut-on retenir de cette gym, Maëva Arcas ? Alors, on a surtout tourné notre journée autour d'une problématique qui était migration et médias, quelle place pour la citoyenneté ? On a eu différents intervenants. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la parole d'un élu. On attendait la maire du 1er arrondissement qui n'a pas pu venir malheureusement, mais on a quand même pu avoir la présence de d'autres intervenants qui nous ont un peu parlé de leur propre expérience. On en parlera un tout petit peu plus tard, mais en tout cas, voilà, on a fait ça sous forme de 2 tables rondes. Donc la première, c'était un peu pour parler de la place de la migration, c'est-à-dire aussi sur les flux historiques qu'on avait pu apercevoir dans la migration, pour essayer un peu de comprendre déjà la base même de comment on était arrivé notre questionnement. Et puis après, dans la deuxième table ronde, on a fait intervenir un professeur qui s'appelle Charles Kabea et le président du COSIM PACA qui s'appelle Monsieur Diop. Et donc en fait c'était aussi surtout et avant tout pour qu'ils nous racontent un peu leur expérience de comment étaient vus les migrants au travers des médias, de un peu ce côté où on ressent beaucoup
le côté de la misère qui est toujours mis en avant, le côté un peu fait divers qu'on a quand on entend parler de la question des migrants aujourd'hui dans les médias français. Et justement, un peu cette critique où au final, on ne parle pas forcément du reste, de tout ce que englobe la migration, de pourquoi les personnes viennent ici et tous ces questionnements-là. On a entendu qu'il y a eu donc plusieurs tables rondes et qu'est-ce qui aura marqué donc le public? La question, je la pose au président puisque c'est Alain là-bas. Ce qui a marqué le public, il faut noter qu'il y avait beaucoup de jeunes dans le public et les intervenants de la deuxième table ronde ont de l'expérience et du vécu. On a parlé de l'historique des développements des droits sur les migrants, la première fois qu'ils aient le droit de créer une association et les premières radios qui ont été créées, l'époque où il y a eu le phénomène des beurs. Donc c'était plutôt un échange intergénérationnel et ça a beaucoup plu à la salle. Première radio créée par les migrants à l'époque, la radio Gazelle à Marseille, donc voilà. Créée par qui? Par Abobikrim Diop et ses amis. Donc, c'était une radio communautaire pour parler des migrants qui n'avaient pas accès aux médias locaux de l'époque. Donc, c'était une belle expérience. Abobikrim Diop, donc rappelons que c'est le président du COSIM PACA. Et donc, ce que nous recherchons, parce que votre thématique principale qui était migration et médias, oui. Qu'est-ce qui en est ressorti donc? Ce qui en est ressorti aujourd'hui, parce que apparemment pour vous, Cosimo Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, nous médias stigmatisons en fait au travers des choix de parole, en fait, stigmatisons les migrants. Nous, on avait dit plutôt diffuser comme ça vous arrive les informations. Et c'est peut-être pas votre rôle de filtrer ou de modifier les informations. Donc, nous vous avons invité pour venir vous documenter à la source et savoir ce que nous sommes. Comme ça, demain, lorsque vous communiquez sur les migrants, vous aurez les bonnes informations. Et là, nous avons eu avec M. Abobikrim Diop l'expérience des migrants qui ont créé leurs propres médias parce qu'ils n'arrivaient pas à se positionner ni à se retrouver sur ce qui se disait au niveau local. Ils ont carrément créé leurs propres médias. Voilà. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous repartons sur le continent pour prendre quelques brèves. Donc, c'est un accord pétrolier qui est remis en cause au Nigeria. Un tribunal de Milan envisage d'inculper Eni et Shell de corruption dans le cadre d'un accord pétrolier controversé qui a fait perdre au Nigeria environ 6 milliards de dollars. Le groupe de campagne Global Witness estime que l'accord OPL 245 000 de 2011 a privé le Nigeria du double de son budget annuel dédié donc à l'éducation et à la santé. Eni et Shell sont donc accusés d'avoir versé en connaissance de cause de l'argent qui serait utilisé pour des pots de vin. Les géants donc italiens et anglo-néerlandais de l'énergie donc nient tout acte répréhensible. Cette affaire donc actuellement devant un tribunal italien implique d'anciens officiers du M16, le FBI, un ancien président du Nigeria, ainsi que d'actuels et d'anciens cadres supérieurs des deux compagnies pétrolières. Et je me tourne donc vers nos invités et je vais donc encourager, comme le veut le président du COSIM, à nous faire un commentaire. On parle là, pour une première fois en fait, de Eni et de Shell qui sont inculpés de pots de vin. Comme quoi, en fait, le Nigeria, qui est un pays qui est si riche, qui regorge d'énormes ressources, voilà son pétrole voilà, les revenus sont vilipendés à gauche et à droite. Et on sait que dans ce pays-là, la pauvreté est présente. Qu'est-ce que cela vous inspire à l'homme là-bas? Moi, ça m'inspire cette réalité qui doit s'arrêter selon nos aspirations, nos envies et nos dires. Mais sur le terrain, c'est un combat qui sera lent et très difficile parce que ce sont des mentalités qui commencent à prendre des racines depuis les indépendances. Et donc, on parle toujours de ces multinationales, de ces grandes entreprises
qui de fois soutiennent les gouvernements en place ou, selon ce qu'on entend, financent des rébellions selon que les intérêts soient menacés ou pas. Moi, ça m'inspire de la peine, en fait, pour ce continent et ces genres de comportements et des dirigeants. Mais ça semble ne pas être nouveau. C'est pas nouveau. C'est un nouveau scandale, comme on dit. Et eux, ils n'ont pas peur de ça parce que quand ça fait vent pendant quelques semaines ou quelques mois sur la toile et les médias, ça partira. Il y aura un autre scandale qui prendra la place et du coup, ils seront oubliés et ils continueront à faire pareil. Pourquoi la question? Parce que vous, dans votre collectif, les fonds que vous réservez, que vous distribuez, ou plutôt qui sont chez vous, sont destinés aussi, à contribuer au développement des collectivités ou des pays du Sud. Oui. Est-ce que chez vous, cette redistribution se fait de manière, on va dire, équitable? En fait, nous, le COSIM, on appuie les associations à pouvoir bénéficier des financements des bailleurs, mais l'argent ne transite pas sur nous. Et à notre expérience, vu les comptes rendus que nous appuyons, nous avons eu beaucoup de retours et des images, des photos, des actions qui sont faites. Notre pouvoir s'arrête un peu là pour le contrôle de ce qui se fait. Et il y a aussi des visites pays par rapport au forum pour voir les projets réalisés. Jusque-là, les résultats ils sont plutôt positifs. Nous allons au Sénégal où une bagarre quasi générale, a éclaté hier lundi à l'Assemblée nationale sénégalaise. Selon plusieurs médias sénégalais, les députés de la majorité et ceux de l'opposition en sont venus aux mains lors du vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est la publication de la liste des orateurs et le temps qu'il leur est imparti qui est la source de la risque. Cher Abdou Bara Doli Mbake, président du groupe parlementaire de la coalition, Abdoulaye Wade, qui a voulu empêcher dans les débats en montant sur une table, une attitude qui a occasionné la réaction des députés de la coalition présidentielle. Et une bagarre s'en est suivie. C'est pas très amusant. C'est pas très amusant, mais chez vous, à l'homme là-bas, oui. Je le dis encore ce soir parce que, je tiens à insister parce que lorsque nous avons des informations que nous collectons, que nous devons recouper et que nous devons vérifier quand nous avons donc la possibilité de vous avoir en studio, oui. On n'hésite pas. Là, on parle du vote du budget et puis des bagarres. Est-ce qu'il y a également des bagarres chez vous pour le travail que vous faites? Non, on n'a pas encore atteint ce niveau-là par rapport aux enjeux. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. On est très loin de ça. Nous allons prendre cette brève qui nous vient également du continent, c'est la République démocratique du Congo où un nouvel essai clinique sur le traitement d'Ebola a démarré donc dans la province du Nord Kivu, une épidémie d'Ebola qui affecte plus de 400 personnes depuis le 1er août dernier dans cette zone. Les essais sont effectués sur des patients à Beni. Sans transition bien entendu, nous allons rentrer dans le 4e mythe. Oui, puisqu'effectivement, nous sommes dans la saison de la déconstruction des 4 mythes. Et Maëva Arkas, vous disiez que le 4e mythe à déconstruire, c'est lequel? Donc, c'est la migration nue au développement du pays d'origine. Est-ce que c'est fondé? En fait, on entend souvent que, justement, il y a un flux migratoire en provenance du Sud vers l'Union européenne et d'autres pays développés qui pourraient être néfastes ou qui sont néfastes pour le développement des pays d'origine des migrants et des migrantes. Donc, par exemple, on parle justement de perte de capital humain ou plutôt mieux connu sous on va dire l'appellation de la fuite des cerveaux. On dit aussi que l'argent gagné par les migrants qui renvoient chez eux dans leur pays d'origine, ça fait les transferts de fonds. En fait, ça créerait une dépendance dans les pays d'origine, c'est-à-dire que justement les familles ne compteraient plus que sur ces sources d'argent qui sont reçues. Donc ça, c'est ce qu'on entend souvent. Et du coup, nous, on compte ce soir déconstruire ce mythe petit à petit. Voilà. Selon vous, donc, ça ne nuit pas autant que ça, mais il faut reconnaître quand même que pour le continent africain aujourd'hui,
il se vide, le continent se vide de sa jeunesse. Ils sont nombreux les jeunes Africains qui migrent et beaucoup viennent mourir au large des côtes occidentales et d'autres en fait disparaissent en chemin. Alors en fait, il faut, là c'est plus quand on parle de la migration, enfin de façon illégale. Nous, on a plus vu ça sur les bénéfices, sur là en fait c'est forcément, on pense que justement c'est la vision qu'ont les gens sur le court terme et nous on se projette sur un long terme, sur les bénéfices qui au final résultent grâce aux chiffres qu'on a relevés beaucoup plus bénéfiques que si les personnes restaient dans leur pays et ne partaient pas, parce que on voit beaucoup d'avantages sur le long terme, c'est-à-dire que en fait on a vu que les migrants contribuaient de manière significative au développement de leur pays d'origine, ainsi qu'aussi au pays de destination, mais ce sur plusieurs plans. Donc il y a aussi donc les transferts d'argent, mais il y a aussi des transferts de compétences, de technologies, de modèles de gouvernance, de valeurs et aussi d'idées. Et ça, on a quelques chiffres qui le démontrent. Donc on a environ 180 millions parmi les migrants actuels. Donc en 2013 par exemple, parmi les 232 millions de migrants internationaux qu'on avait répertoriés, donc là c'est des chiffres qui remontent à 2013, il faut compter que ces chiffres n'ont cessé d'augmenter, et parmi ces 232 millions, on a environ 180 millions d'entre eux qui venaient d'un pays en développement et qui envoyaient régulièrement de l'argent à leur pays d'origine. On parle d'argent, on parle des chiffres. Maëva, quelle est votre source? Bah là, c'est des sources que, si tu veux répondre, parce que c'est le Forum qui a fait ça avec nous. Le Forum s'est basé sur les chiffres des ONG. Il y a les organismes des statistiques, il y a l'INSEE, il y a l'UNICEF, le PNUD. Ils ont des documents officiels. Ils ont travaillé avec toutes les grosses ONG. Parce que pour dire les choses selon notre fenêtre, en fait, cette hémorragie, il faut l'appeler comme cela, cette jeunesse africaine qui part de plus en plus, depuis quelques années, cela donne matière à réflexion. On s'interroge. Oui. En fait, c'est la déconstruction des mythes, c'est pour cadrer un peu, recadrer les gens sur ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Parce qu'il y a un autre aspect. Le déplacement, là, la migration, la mobilité des personnes, c'est un échange gagnant-gagnant entre le Nord et le Sud. Il y a un exemple aussi qui nous dit que la plupart des infirmiers et infirmières formés au Ghana vont travailler à l'extérieur et la Grande-Bretagne en bénéficie beaucoup. Et par retour, ces personnes investissent dans leur pays, donc il y a un échange de cerveau, de compétences, de flux financiers, de gouvernance. Par exemple, dans nos projets, pour ce qui concerne le COSIM, on a un renforcement de cap. Souvent, il y a un aspect de renforcement de capacité lorsqu'on va réaliser des projets de développement dans les pays du Sud. Donc, c'est des personnes qui sont venues, qui viennent de là-bas. L'avantage du bailleur d'ici, c'est qu'il finance des personnes qui connaissent le pays d'où ils viennent. Et l'avantage encore, lorsque ces personnes retournent là-bas, ils ramènent des nouvelles technologies et renforcent leurs capacités en matière de gestion et de gouvernance pour le fait d'avoir vécu dans un pays où ça se pratique le plus. Il y a vraiment du gagnant-gagnant dans cette affaire. Et puis par rapport justement, pour revenir sur l'exemple du Ghana, le personnel dans la santé qui est parti par exemple se former dans l'Union européenne et là en grande majorité au Royaume-Uni, il y a un grand nombre d'entre eux qui reviennent au Ghana sur une période temporaire ou longue, et justement en fait c'est surtout pour tirer l'avantage des possibilités croissantes d'emploi qu'il y a au Ghana, mais c'est aussi essentiellement en vue d'utiliser leurs compétences qu'ils ont acquises durant ces années-là pour justement venir aider leur pays d'origine. J'entends ce que vous dites, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment reçu la réponse à ma question. C'est-à-dire que cette grande jeunesse, cette hémorragie à laquelle on assiste aujourd'hui au niveau du continent africain, cette jeunesse qui part, elle est nombreuse. Ils sont très nombreux qui meurent donc durant le voyage. Beaucoup meurent. Beaucoup sont donc soumis, sont réduits à l'esclavage dans le Maghreb. Il y a un an à peu près, on parlait donc de ce commerce d'esclaves d'hommes noirs à Tripoli, en Libye. Et ce que nous savons d'après nos informations, qu'il n'y a pas seulement qu'en Libye que ces hommes noirs sont vendus. Et on n'a pas vu vraiment d'action, on va dire, impressionnante de celle qu'on appelle souvent la communauté internationale, parce que on sait très bien aujourd'hui que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Cet esclavage se poursuit. On a eu de beaux discours, des pratiques, de concret, pas grand-chose, voire rien du tout. Et c'est pour cela que j'insiste en m'interrogeant et insistant en disant qu'effectivement, ce mythe-là
à mon sens, il pourrait avoir sa raison d'autre. Mis à part, bien entendu, le cas des infirmières ghanéennes, Maëva Alkas. Justement, en fait, c'est pour ça que le but de ce mythe, c'est de mettre en avant le fait que l'idée même et le but, c'est justement de faciliter la migration circulaire, parce qu'au final, c'est ça qui va aider à promouvoir le développement. La circulaire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire des deux côtés, c'est-à-dire qu'il faut faciliter les voies des migrations, ouvrir nos frontières, vraiment en se disant que les migrants vont nous apporter autant que nous, on va leur apporter, et ainsi de suite. De se dire que eux arrivent avec leur expérience et leurs compétences, que nous, on va leur en donner, et que c'est grâce à ces compétences-là que l'on partage, que eux-mêmes vont pouvoir revenir dans leur pays d'origine et pouvoir eux aussi contribuer directement au développement de leur propre pays. C'est un peu, c'est un transfert de compétences entre nous tous. Voilà. Et à rendre difficile l'accès à nos pays, et on contribue au fait que des gens soient de plus en plus dans la misère et dans la galère pour accéder à nos pays, pour pouvoir aller justement dans des conditions de vie meilleures, etc. Et au final, dans tous les cas, on sait que les gens, pour survivre, vont tout tenter pour pouvoir partir de leur pays et avoir de meilleures conditions de vie. Donc c'est ça en fait, c'est parce que les trois quarts des personnes, quand elles viennent pour acquérir des compétences, c'est souvent pour revenir dans leur pays d'origine, et elles peuvent pas partir et oublier complètement leurs racines. Elles ont besoin de se dire on va venir là-bas pour ensuite venir aider notre pays d'origine, parce qu'on l'a pas oublié, et on veut, nous on a eu la chance de pouvoir avancer, de pouvoir grandir, alors on veut qu'il y ait des résultats positifs aussi pour nous. C'est vrai que c'est la théorie, et puis là je me tourne vers Alain Moulaba, vous qui êtes migrant, dites-nous, en toute sincérité, ce que nous dit Maëva ce soir, est-ce que, à l'observation, est-ce que cela est évident de voir un migrant qui arrive et puis il contribue directement à la croissance du développement de son pays avec un retour d'expérience? Est-ce que c'est vraiment évident, vu les difficultés aujourd'hui liées au fait que trouver un emploi n'est pas évident, il faut être régularisé, et quand on est régularisé, vivre... On voit le mouvement des gilets jaunes en France, c'est qui nous laisse entendre que vivre en France n'est pas forcément évident. Alors là, est-ce que ce mythe-là, est-ce qu'il n'est pas fondé, à votre avis? Moi, je repartirai du début lorsqu'on parle de plus de 232 millions d'émigrants et qu'on dit qu'environ 180 millions font des transferts vers leur pays d'origine. Donc, on voit que c'est un pourcentage de ces migrants-là qui font... Et puis, quand vous avez parlé des migrants qui se jettent à l'eau, qui meurent dans les bateaux, c'est aussi une partie de ces migrants-là, mais les chiffres nous disent que la majorité, c'est ceux qui sont établis. Les chiffres que nous avons sont des migrants qui sont arrivés. Lorsque vous me parlez de Libye, on considère ça, par exemple, pour une migration sud-sud. Et on a dit qu'elle était aussi plus importante que les migrations nord-sud. C'était un autre mythe qu'il fallait encore déconstruire. Donc ça se mélange. Pour ceux qui sont arrivés en Europe ou en Occident et établis, il est prouvé que ces personnes-là font bien bénéficier leur pays d'origine. Et c'est sur la durée. On ne parle pas des migrants qui arrivent lundi pour mardi, c'est sur la durée. C'est un bilan général et un constat sur un plus grand nombre de migrants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir une équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. Le COSIM, c'est le collectif d'organisations de solidarité issus des migrants. Ils sont venus déconstruire donc un mythe, c'est le 4e. Peut-être qu'il y en aura un 5e ou un 6e. Et donc ce soir, le 4e mythe, autant pour moi, qu'est-ce qu'il stipule? Rappelez-nous-le, Alain là-bas. Ici, il stipule que la migration nuit au développement du pays d'origine. Et effectivement, et dans ce sens-là que j'essaie d'insister et de dire effectivement que la migration, oui, telle qu'on la voit aujourd'hui, je prends le cas de la migration nord-sud, c'est-à-dire cette jeunesse africaine qui est en train de partir, ce qui peut considérer comme une hémorragie. Beaucoup sont arrêtés, sont faits esclaves. Ça, il faut le préciser que, effectivement, ceux qui partent d'Afrique subsaharienne, par exemple, pour le cas de l'Afrique que je connais assez bien, ils partent comme, pour venir en Occident. Beaucoup prennent beaucoup de temps en chemin. Et c'est souvent qu'ils mettent 1 ou 2 années, parfois pour certains. Certains aussi vont assez vite. Et c'est dans ce cadre-là que certains sont faits esclaves au Maghreb. Et je disais effectivement qu'à l'observation, sans avoir vos chiffres bien entendu, à l'observation, il est très difficile aujourd'hui que l'Afrique, dans le temps, puisse vraiment
résister, tenir, si sa jeunesse venait soit à être esclave, ou alors à mourir au large des côtes européennes, ou voire même être refoulé, mais très violemment, ce que nous voyons aujourd'hui. Effectivement, parce que c'est là où on s'interroge, on se pose la question de savoir, est-ce que ce qui refoule au large des côtes européennes aujourd'hui, les migrants subsahariens, font la politique de l'autruche, en ce sens que on sait très bien que les guerres qui se livrent sur le continent africain aujourd'hui, tout simplement, ce sont les multinationales occidentales qui font la guerre via les Africains interposés pour exploiter à vil prix le cobalt, le coltan, ou alors d'autres énergies que nous connaissons. Ce n'est pas notre débat de ce soir. Et donc, on va prendre une petite brève prononciation musicale et on retrouve nos invités dans quelques instants. I'm sorry for all what I did. She gave me love and strength the way no one can give, yeah. Before she goes to sleep, she made sure her children got enough to eat. A holy man would never forget what you did to me. A mom like you, yaga yaga yo oh say yeah. She treated any kid the same as a kid. She preaches love your neighbor as you love yourself every day. Mama, you're my angel above, guiding night and day. All your picnic them, Mama, I remember you and Pa together. You're my heroes. What me doing here today is because of you. You made me who I'm today. Oh Mama, I miss you so bad. If you hear me crying, if you hear me breathing, if you hear me crying, oh, since you left this world, I've never found a mom like you. Hey, oh Mama, yes a mom like you. Oh no, Mama, you're my heart. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Rendu dans le deuxième demi-heure de ce magazine, donc c'était donc le groupe c'est The Soul Sonics dans l'album Rise Again, un groupe lyonnais. Le titre c'est Mom Like You, c'est le lead vocal, donc c'est Don. Ah, voilà que je bug. Donc voilà, ce soir nous recevons une sympathique équipe donc du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le collectif des organisations de solidarité issues des migrants. Avant de retrouver donc nos amis du COSIM, on a fait un petit tour sur le continent et preuve de quelques brèves et on retrouve dans quelques instants. Nous allons donc en Guinée où, après quelques jours, donc, c'est la ville de Labé qui était paralysée hier lundi. Les commerçants locaux avaient lancé un mouvement dédié donc journée sans commerce pour protester contre l'assassinat d'un de leurs la veille. Ils dénoncent donc les meurtres des commerçants de plus en plus fréquents et réclament plus de protection.
On parlait tout à l'heure donc des infirmières ghanéennes et ce sont les Ghanéens qui sont fiers de leur cercueil. C'est pas très gai? Bon, c'est l'évidence que nous avons, c'est qu'un jour, on sera tous partis. Donc, ils reflètent leur vie, leurs rêves, leur passion. Les familles croient que leurs parents décédés devraient être enterrés de la meilleure manière possible. Les journalistes donc Felipe Abreu et Enrique Helder ont visité des ateliers de menuiserie à Accra, la capitale, dans la ville de Kumasi, dans le sud. Ils ont rencontré plusieurs menuisiers qui fabriquent donc ces cercueils hors du commun. On trouve donc des cercueils en forme de Mercedes, des cercueils en forme de Jaguar, de Porsche Cayenne et j'en passe. Cela fait sourire donc nos invités de studio et on va rapidement en Afrique centrale où 10 policiers camerounais rescapés d'une attaque des présumés séparatistes anglophones dans le nord-ouest du pays adressent donc un message aux autorités camerounaises sur leurs conditions de travail. Ces 10 soldats dénoncent le non-paiement des salaires depuis près de 4 mois, l'absence de primes, ce qui, selon eux, les empêche de mener à bien la lutte contre les séparatistes anglophones. La vidéo de 2 minutes tournée en une séquence a été postée sur les réseaux sociaux. Je me tourne vers nos invités de studio et donc pour relayer cette question donc en fait de nos internautes qui peuvent savoir. Donc on a parlé de 2 tables rondes et ils disent que apparemment cela a été survolé sur la JIM, la Journée internationale des migrants, célébrée dans le 17 novembre dernier par le COSIM au 20 Rhône-Alpes. La première table ronde, la question est posée, elle concernait quoi concrètement à l'homme là-bas? Dans la première table ronde, nous avons planté le décor sur le concept migrant. Qu'est-ce que nous entendons? Parce que des fois, lorsqu'on fait des débats, il faut que nous parlions de la même chose. Alors, nous avons posé le décor sur l'histoire des migrations en France. Et puis, nous avons abordé les actions de ces migrants via notre collectif COSIM. Et ensuite, nous avons ouvert le débat pour la deuxième table ronde pour interagir les gens sur notre sujet qui concerne migration et médias et avoir l'exemple d'un migrant qui a participé à la création d'un média dans les années 80 et un professeur sociologue qui était là pour analyser et apporter des éclaircissements au public. Le migrant dont vous parlez, c'est qui? Voilà, les migrants dont nous parlons, ce sont des personnes qui partent d'un point A pour un point B, donc de leur pays d'origine pour un autre pays et s'installent pour une durée supérieure à 1 année. Du coup, ça revient à dire que les personnes qui périssent dans les bateaux ne sont pas comptabilisées. En fait, nous, c'est juste, on a de la peine par rapport à cette tragédie, par rapport à cette perte, à ces pertes humaines. C'est médiatisé et on dénonce, on veut que ça s'arrête. Mais lorsque nous parlons des migrants, nous n'avons pas le chiffre de ces personnes-là. Donc, nous, les migrants dont nous parlons, ce sont les personnes recensées. Vous nous avez demandé tout à l'heure nos sources. Nous avons parlé de l'INSEE, de certaines régions, départements, ministères. Et donc, c'est des chiffres de personnes arrivées et enregistrées. Donc, c'est surtout ça. C'est fort intéressant ce que vous dites, mais en même temps, on s'interroge donc, puisque le COSIM aujourd'hui a aussi vocation à accompagner donc ces personnes issues des migrations, naturellement, dans des projets de développement ou de co-développement selon l'entendement de co-développement dans les pays du Sud. Quelle est la marge de manœuvre que vous avez pour vérifier qu'effectivement, les fonds qui sont alloués généralement arrivent aux destinataires, à l'homme là-bas? Nous avons des conventionnements avec ces porteurs de projets et surtout l'appel à projet qui nous fait le plus travailler, c'est le PRAOSIM. Donc dans le PRAOSIM, qu'est-ce que c'est? Le programme d'appui aux organisations de solidarité internationale issues des migrations. C'est un appel à projet porté par le Forum, notre fêtière nationale, et financé aujourd'hui par l'Agence française de développement. Dans le temps, c'était le ministère des Affaires étrangères. Donc, dans le cadre du conventionnement PRAOSIM, nous devons suivre. C'est une convention de suivi et évaluation. Donc, nous appuyons le porteur de projet. Une fois que le projet est financé, il y a un montant dédié au suivi et à la rédaction de rapports. Mais je peux continuer pour la possibilité que nous avons, c'est des visites pays. Le Forum le réalise tous les ans pour choisir des pays et vérifier les pays réalisés dans le cadre. Justement, c'est ce que j'appelais dans mon langage, enfin, dans mon vocabulaire, la marge de manœuvre, c'est-à-dire vous accompagnez, vous faites un suivi, mais de manière pratique et concrète. En quoi consiste ce suivi-là? Outre
l'aspect administratif ici, en France? Déjà, nous créons les outils de suivi avec l'association que nous appuyons. Nous lui disons, vous êtes dans la construction, vous devez vous procurer d'un appareil photo, d'un classeur Excel pour les factures, d'une communication directe avec les partenaires locaux. C'est-à-dire quoi, la communication directe? Ça veut dire que vous devez avoir un partenaire local qui est assez évolué, qui a une adresse mail. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire qu'administrativement, c'est des personnes qui peuvent rendre des comptes. Sinon, vous n'avez pas un partenaire fiable. Un partenaire qui a un téléphone avec un numéro qui peut décrocher, qui a une adresse mail. Aujourd'hui, on a WhatsApp et les autres canaux. C'est déjà quelque chose de très bien pour se rendre compte de la réalité. Et souvent, dans nos projets, il y a un voyage. Il y a un voyage de lancement ou de suivi ou de clôture. Effectué par qui? Par le porteur du projet qui est appuyé par nous. Et donc, c'est lui qui nous ramène l'information. Et donc, puisque la question se pose, quand on parle financement, on veut bien voir comment est-ce que le COSIM se déplace sur le terrain et pour voir un tout petit peu les résultats. Vous avez un suivi, vous nous parlez là on va dire, pas un arsenal, je veux dire des moyens administratifs, oui, bien entendu, pour suivre le travail. Mais vous parlez d'un voyage, c'est dans le sud. Mais vous, en tant que structure, comment vous faites? Il y a tous les ans un pays qui est choisi par le Forim selon l'importance des projets financés. Et l'équipe Forim se déplace avec les opérateurs d'appui et les experts sur le terrain pour visiter les projets qui ont été financés et réalisés. Donc, voilà. Et donc, une fois sur le terrain, comment ça marche? Ils ont la liste avant de voyager. Tous les COSIM de France envoient la liste des pays, des projets qui sont finis. Je donne un exemple. RIS Ghana, c'est le plus récent. Donc, il y a le collectif des associations des Ghanéens qui fera partie de la délégation Forim. Il y a tous les COSIM et tous les autres collectifs qui ont appuyé des projets au Ghana, qui enverront la liste des projets. Et une fois la délégation arrivée sur place, il y a au moins 5 personnes. Il y a le directeur de Forim, le chargé de mission ou coordonnateur du projet Praosim. Il y a le représentant du pays, donc le président du collectif des associations ghanéennes. Il y a un expert. Et ces personnes-là se déplacent et vérifient, mais ils visitent chacun des projets. Et à la fin, ils rendent un compte. Il y a un rapport qui est validé en conseil d'administration. Il peut arriver qu'ils disent on n'a pas trouvé le projet ou les personnes ne décrochaient pas de téléphone, ainsi de suite. Et il y a des mesures qui sont prises par rapport à cette association. Donc c'est ça notre moyen de contrôle. Et sinon, ils ramènent aussi des bonnes appréciations et ils disent que cette association doit capitaliser parce que nous avons trouvé un projet très intéressant. Il doit partager cette expérience avec d'autres associations. Ça pourra améliorer les conditions de travail pour certaines autres. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous sommes entrés dans le dernier cadre de notre magazine. Nous recevons l'équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Alain Moulaba, le président, qui est accompagné par Maëva Arcas, qui est donc du service civique. C'est bien cela, Maëva? Oui, tout à fait. Vous avez l'air très studieux tout à l'heure quand on parlait effectivement du suivi des projets, parce que pour nous, il est important, et je tiens à préciser qu'effectivement, lorsqu'on reçoit une structure comme la vôtre, il est important aussi d'apporter ou de revisiter votre structure, savoir comment ça marche, oui, de manière à ce que ceux qui nous écoutent ce soir ou qui découvrent votre structure puissent aussi être intéressés. Lorsqu'on a donc un projet, par exemple, en direction des pays du Sud, comment on fait si on n'est pas forcément affilié chez vous? Comment ça marche? Et qu'on va avoir votre suivi, votre accompagnement? Je l'ai dit aux émissions précédentes. Donc, pour le PRAOSIM, le programme d'appui aux organisations de solidarité internationale issues des migrations, nous sommes financés pour appuyer toutes les structures. Donc, la porte, elle est ouverte. Lorsque l'appel à projet est lancé, nous communiquons via nos canaux, notre journal, notre newsletter et Facebook, et ça se relaie sur certaines autres associations. Et nous recevons tout le monde, tout porteur de projet, et nous voyons avec cette association les critères d'éligibilité. Si c'est le cas, nous l'appuyons. Et il fut une époque où nous appuyions toutes les associations de la région parce que nous étions financés pour notre fonctionnement par la région, et toute association qui frappait à notre porte, elle était suivie et appuyée pour répondre à n'importe quel appel à projet. Et aujourd'hui, quels sont les projets qui sont appuyés, qui sont accompagnés chez vous? Aujourd'hui, en interne avec nos membres,
tout appel à projet, toute information sur les financements que nous avons peuvent faire l'objet d'un accompagnement pour nos membres, parce que nous ne sommes plus financés dans notre fonctionnement pour appuyer toutes les associations de la région. Mais le Praosim, nous sommes opérateurs d'appui labellisés et financés. Nous appuyons tout le monde pour le Praosim. Le message est adressé à qui quand vous dites que vous n'êtes plus financé pour accompagner tout le monde? Parce que nous étions tête de réseau associatif en région et soutenus par la région. Nous gardons notre tête haute, mais nous ne sommes plus financés par la région. Donc, il ne faut pas frapper comme ça à la porte du COSIM et exiger le financement. Vous plaignez là? Un peu, mais on informe aussi les associations que nous ne serons pas... C'est pas dans notre éthique de refuser d'appuyer une association. Donc, ça ne sera pas du refus, c'est juste on n'aura pas du personnel pour le faire. Le message est entendu. Nous allons prendre quelques petits brefs. On vous retrouve dans quelques instants. Nous allons au Mali où 1500 combattants déposent les armes. Environ 1500 combattants ont volontairement déposé leurs armes à Tombouctou, Gao et Kidal dans le nord du pays, a déclaré dans l'agence France Presse le président de la commission nationale chargée du programme DDR. C'est vérifiable sur le terrain. Nous attelons à lever d'éventuels écueils, a su dans Zahabi Ould Sidi Mohamed. L'information a été confirmée par Mohamed El Maouloud Ramadan, un responsable de la coordination des mouvements de la Zawad, qui réunit d'anciens groupes à dominante Touareg. Ce sont donc les Tchadiens qui commentent la visite d'Idriss Déby en Israël. La visite du président tchadien Idriss Déby en Israël le dimanche dernier ne passe pas inaperçue. Elle suscite beaucoup de commentaires dans les rues de N'Djamena. Et ce sont donc les femmes qui sont 3 fois plus exposées à des violences sexuelles. Dans un pays en conflit dont les femmes sont 3 fois plus exposées à des violences sexuelles, c'est ce qu'affirme donc Adam Diko, membre de FemWise, le comité des femmes africaines dans la prévention et la médiation des conflits de l'Union africaine. Nous retrouvons nos invités du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes qui sont venus donc déconstruire le 4e mythe. J'avoue que de mon oreille, ça semble mythe, mais il semble y avoir un peu de vérité dans ce qui est dit, c'est-à-dire effectivement que la migration, dans le cas de la migration nord-sud, vide les pays du sud de leur population, ce qui peut poser un tort. Le cas des pays de l'Afrique subsaharienne qui aujourd'hui se voient vider de leur jeunesse. Une partie de cette jeunesse-là est faite prisonnière et esclavagisée encore aujourd'hui dans l'Afrique du Nord, au Maghreb. On a vu il y a quelques mois en arrière, pratiquement un an, il y a eu un reportage qui montrait un commerce d'hommes noirs à ciel ouvert. L'esclavage est reconnu aujourd'hui comme contre l'humanité, mais on tarde toujours à voir concrètement une action forte pour mettre fin à ce commerce-là. Et d'après nos informations, certaines zones de l'Afrique encore aujourd'hui, notamment la Mauritanie, voire même encore au Maghreb, encore continue donc à faire cette vente d'hommes. Et on va même encore plus loin en Arabie Saoudite où des vidéos circulaient sur la toile de jeunes femmes qui sont encore tenues esclaves. Mais fort curieusement, on a l'impression que les pleurs de noirs semblent laisser indifférents, voire même certains noirs eux-mêmes. C'est pas l'objet de notre débat de ce soir. Et donc, le débat porte donc sur la déconstruction d'un 4e mythe, Maëva Arcas. Oui, c'est ça. Et pour vous, ce mythe, c'est que c'est pas... On ne partage pas le même avis là. En fait, si je peux... oui, monsieur le président, allez-y. Intervenir, c'est que... Pourquoi on parle de mythe? C'est parce que dans chaque situation, il y a les avantages et les inconvénients. On a un verre à moitié vide et les gens disent toujours que c'est à moitié plein. Donc, nous, on apporte la face cachée de cette insinuation. Donc, on a des personnes qui se déplacent de leur pays vers ici et directement, on nous dit... Ça y est, c'est une perte de cerveau, les gens viennent ici, il reste rien là-bas. Mais est-ce que c'est faux, Alain? C'est ce que je dis, les avantages et les inconvénients. C'est des gens qui viennent. Donc, le fait de quitter un pays, on laisse un vide là où on habitait, là où on était. Si on est un cerveau, on laisse un... Je donne un petit exemple de sport. Un joueur comme Didier Drogba qui a quitté la Côte d'Ivoire pour venir jouer en France. Yaya Touré qui est en Europe. Yaya Touré qui a fait la même chose. Demain...
devenus professionnels. C'est des personnes qui sont rentrées dans leurs équipes nationales pour gagner la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Nous avons aussi des joueurs qui ont quitté leur pays, qui sont venus ici et qui jouent pour la France, la Belgique et autres. Donc, il y a quelqu'un qui peut passer à la télé pour dire le professionnalisme dans le football n'est pas une bonne chose parce que on joue pour la France et la Belgique. Mais on a des contre-exemples, les Didier Drogba, les Samuel Eto'o, qui ont joué pour leur pays et qui ont gagné des coupes pour le fait d'avoir amené leur expérience du pays et enrichi en Europe, ainsi de suite. Nous emmenons juste le côté, il n'y a pas que ça. Là, sur ce point, je suis d'accord avec vous, mais combien de Didier Drogba et Samuel Eto'o on a dans un ratio? On parle des stars. Tout le monde n'est pas star, mais dans la vie commune et dans la vie quotidienne, il est clair que la majorité de ces personnes qui ont quitté leur pays pour venir s'installer ici et répertorier font bénéficier leur pays surtout des transferts de fonds. Ça, c'est écrit que les transferts de fonds des migrants est supérieur à l'aide publique au développement. C'est prouvé par des Monsieur chiffres. le président du COSIM, je vois comment vous défendez vraiment votre mythe à déconstruire. Pour une fois ce soir, je ne partage pas vraiment, je le dis comme cela, je peux me tromper, Oui. hein. Je ne partage pas vraiment ce regard-là, parce que je dis encore, les dernières images nous montrent une Afrique qui se vide de sa jeunesse, une Afrique qui voit ses enfants venir mourir au bord au large des côtes, européennes. On voit une Afrique qui voit ses fils qui sont, repoussés quand ils arrivent en Europe, et beaucoup sont encore esclavagisés. J'ai envie de dire que cette immigration-là, elle est, en défaveur. Il y a aussi une Afrique qui commence à être dirigée par des jeunes. Ah, vous voulez parler du jeune Ali Bongo ou du jeune Ali Bongo, Faure Gnassingbé? Faure, Kabila, tout ce qu'on veut. Ils Et sont si dans jeunes. l'opposition, il y a aussi des jeunes comme eux. Et donc, voilà. Ils sont si jeunes pour vous. Bien entendu, merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous. Nous on arrive pratiquement à la fin de ce magazine. Que retenir donc de ce 4e minute à déconstruire? Maëva, qui te passe la main sur les cheveux, Maëva Arcas. Non, mais. Non, mais alors par contre, moi, je retiens toujours ce que Alain a dit à la fin sur le fait que on a quand même des chiffres. Par exemple, la Banque mondiale qui nous disait qu'en 2015, on avait un total de 440 milliards de dollars qui étaient envoyés aux familles des migrants, soit un montant 3 fois plus important que le total de l'aide internationale. Donc c'est quand même énorme. Et du coup, à ce moment-là, ça nuit pas. Mais nous, et évidemment, dans ce mythe de ce soir, c'est par rapport aux personnes qui sont justement, comme disait Alain, qui sont recensées et qui sont répertoriées. Et là, on parle pas justement des migrants dits des migrants illégaux, où évidemment, on peut pas dire que forcément toutes les personnes qui sont victimes de l'esclavagisme au cours du moment où elles tentent de migrer, évidemment, on peut pas dire que ça, c'est bien évidemment, ça contribue au développement, mais c'est justement, le mythe n'englobe pas toutes les formes de migration à ce moment-là. J'avoue que pour une fois ce soir, j'entends vos chiffres, je les entends, mais ça se passe comme ça, hein, une émission comme celle-ci où moi j'ai pas les chiffres en fait de l'INSEE et des autres structures qui montrent qu'effectivement la migration est un avantage. Ça peut être un avantage vu d'un certain point de vue, mais effectivement cette jeunesse africaine qui part, j'ai les yeux rivés sur ceux-là, hein. Ils partent encore. Hein, En fait, jour. nous, on ne défend pas la migration. On fait un constat sur ceux qui ont fait le choix de migrer et qui existent déjà. Et du coup, on parle de ce qu'il faut faire. Bien, amis, notre magazine arrive à son terme ce soir. Merci à vous, Alain Mlaba et à Maëva Arcas d'avoir fait le déplacement. On vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de Tam Tam Tropical.